Bonjour et bienvenue dans ce nouveau webinaire Marketing Skills. Bonjour. Il y a quelques personnes qui sont connectées. Aujourd'hui, nous sommes avec Jean-Baptiste Devabout. Donc, je vais laisser Jean-Baptiste se présenter dans quelques instants. Juste avant, pour ceux qui me connaissent, j'aime bien prendre 2 à 3 minutes à chaque fois en début de webinaire pour l'intro, puis pour laisser aussi les retardataires arriver. Donc, merci à tous d'être présents. Pour un rappel, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Constance. Je dirige la plateforme Marketing Skills, qui est une plateforme de formation au marketing digital. Les webinaires comme celui d'aujourd'hui, c'est des webinaires où on vous montre une méthode que vous pouvez utiliser et mettre en pratique juste après le webinaire. Un petit rappel juste avant sur le webinaire d'aujourd'hui. Donc, c'est un webinaire qui va porter sur 16 navigateurs avec l'utilisation de l'outil. Et donc, la limite 16 navigateurs, c'est un super outil, c'est une très bonne base en termes d'utilisation en B2B, aussi en B2C, avec beaucoup de profils, puisqu'on a plus de 700 millions, je crois, de personnes inscrites à travers le monde. Le problème de 16 navigateurs, qui est l'outil de recherche de LinkedIn, c'est sa complexité à l'utilisation et notamment les filtres quand vous les utilisez qui vous renvoient parfois des résultats qui ne sont pas bons, qu'on appelle des faux positifs. Et puis, vous avez aussi les problématiques des profils qui ne sont pas mis à jour, avec des gens qui sont dans 2 postes actuels, alors qu'en fait, c'est le dernier à prendre en compte. Mais 16 Navigator va vous retourner les éléments sur les deux. Jean-Baptiste va vous expliquer tout ça. Donc, je vais laisser Jean-Baptiste se présenter et puis on va pouvoir démarrer. Yes, bonjour à tous. Merci Constance pour l'invitation. Écoute, je pense que tu as bien résumé déjà tout ce qu'on allait dire. Donc, on pourra presque arrêter maintenant. Non, plus sérieusement, donc je m'appelle Jean-Baptiste, je suis cofondateur d'Evaboot. Donc, on est un logiciel qui permet aux fondateurs, aux sales et aux équipes marketing d'extraire de la donnée de 16 Navigator, donc de la scraper, et de corriger tous les problèmes qui ont été évoqués par Constance juste avant, c'est-à-dire que il y a pas mal de leads non qualifiés qui vont venir se glisser dans vos résultats de recherche. La donnée va pas être super propre, tout ce qui est emoji, lettres majuscules, etc. Et c'est pour ça qu'il y a plein de sales qui en fait passent plusieurs heures après leurs extractions à nettoyer la donnée à la main et voilà, perdent beaucoup de temps au lieu de faire des rendez-vous, au lieu de faire leur vrai boulot de commercial, passent du temps à nettoyer des Excel. Donc nous, notre job, en gros, c'est d'automatiser ça pour que, en un clic, vous puissiez créer une liste de prospects qualifiés depuis cet navigateur. Donc, on va extraire la donnée, on va la nettoyer et on va filtrer tous les mauvais leads qui sont dans votre recherche. Et on va dire, OK, dans cette recherche, en fait, parmi ces 200 personnes, il y en a en fait 80% qui sont vraiment qualifiés et 20% qu'il ne faut pas contacter parce qu'ils ne sont pas dans votre cible. Donc, je vais commencer à vous parler des petits problèmes de ces navigateurs tout de suite. Je vais partager mon écran. Donc ça, j'ai déjà fait, présentation d'Evaboot. Donc comme je vous l'ai dit, hein, extraire, nettoyer, filtrer, et ensuite on se connecte aussi à des email finder comme dans Contact, puis rajouter les emails ou les numéros de téléphone. Et ça se présente un peu comme ça. Voilà, vous voyez, là, je suis sur le fichier. Je vais chercher les grosses marketeurs. En vert, j'ai OK, yes, c'est un bon match. Et no, quand c'est pas un bon match, c'est mis en rouge. Et j'ai la raison du rejet qui est par exemple ici, c'était pas le bon titre. Voilà. Donc avant de commencer, j'aimerais bien vous demander, pour avoir une idée, quelle est la taille moyenne de vos audiences aujourd'hui que vous faites sur 16 navigateurs? En haut de quelle est la taille de vos listes quand vous lancez une campagne de prospection, que ce soit voilà, à la main ou alors via des outils? Comme ça, on pourra un peu savoir si vous avez potentiellement des problèmes liés à Alors, la taille. ouais. Dans l'onglet sondage Ouais. sur votre navigateur, vous avez la question qui vient d'apparaître. Vous pouvez répondre directement. Je vais lancer soit 0 à 100, 100 à 500 ou 500 à 1000. Ou alors, si vous n'utilisez pas encore ce navigateur, vous pouvez le dire aussi. Comme ça, on pourra aussi adapter la présentation derrière. Je vais voter pour participer au sondage. Ok, donc une majorité de 100 à 500, 500 à 1000. Et donc, on voit que les plus petites audiences sont minoritaires pour l'instant. Donc, on est sur une moyenne de 100 à 500. Hop, ok, donc 100 à 500. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la taille des audiences a une influence directe sur le taux de réponse. Donc ça, c'est une étude qui a été faite par La Grosse Machine.
C'est peut-être un outil que vous connaissez, c'est un outil de prospection qui va vous permettre de faire de la prospection à la fois sur LinkedIn et par email, donc ce qu'on appelle du multicanal. Et en fait, ils ont plein de données vu qu'il y a pas mal de gens qui utilisent leur outil pour lancer des campagnes et ils sont capables de voir en fait la relation entre la taille de l'audience et le taux de réponse. Et ici, vous avez un graphe qui montre le taux de réponse relatif par rapport à la moyenne. Donc, c'est pas les chiffres qui sont écrits, c'est pas les taux de réponse là, c'est par rapport à la moyenne, combien de réponses en plus. Donc, vous voyez que, bien évidemment, entre 0 et 50, il y a 20% de réponses en plus que la moyenne, car c'est sûrement des messages très personnalisés. Et on voit que 50, 100, c'est pas mal. Et ensuite, ça commence à descendre à 100, 200. Et vraiment, à partir de 500, 600, là, on commence vraiment à avoir une nette baisse. Donc, taille maximale des audiences qui est recommandée, et là, qui part de la donnée en plus, c'est vraiment voilà, 500, 600 personnes max. Pas plus, sinon vous voyez très bien que voilà, les taux de réponse commencent à décroître, sachant que la donnée est assez fiable vu qu'il y a des milliers en fait, de campagnes qui sont lancées avec la grosse machine, donc vous avez quand même un bon pool de données quoi, pour faire cette étude. Donc voilà, les personnes qui font plutôt entre du 500 et 1000, si vous voyez que vos taux de réponse ne sont pas très élevés, essayez de réduire et de plus segmenter, et peut-être que vous aurez sûrement une amélioration voilà, dans les taux de réponse. L'autre question que j'aimerais vous poser, c'est, on en a parlé, c'est combien de temps vous passez à vérifier les résultats de Sales Navigator? Justement, est-ce que vous passez du temps à nettoyer les données, à re-regarder les profils pour voir si en fait ils sont bien qualifiés? Combien il y a de temps en fait entre le moment où vous avez vos résultats de Sales Navigator devant vous et le moment où vous lancez votre campagne? Et ça, pareil, Constance, à remettre un sondage dans l'onglet, vous pouvez répondre également. J'en ai publié. Pour ceux qui arrivent que maintenant, vous pouvez répondre aussi aux deux sondages sans problème. Ok, donc c'est assez varié. Donc une majorité de 0 à 30 minutes, un peu de 1 à 2 heures, 30 minutes à 1 heure. Ok, donc c'est relativement rapide. Là, si vous avez répondu que vos audiences sont entre 500 et 1000 personnes et que vous passez entre 0 et 30 minutes à les vérifier, ça me paraît peu honnêtement. Normalement, les réponses sont un peu plus, sont plus vers du 1 heure à 2 heures, on va dire. Là, il y a une majorité de 0 à 30 minutes. Donc pourquoi poser cette question? Parce que en fait, généralement le temps passé à vérifier les résultats, il est toujours focalisé sur les mêmes problèmes. C'est-à-dire que les leads non qualifiés, les leads que vous allez éliminer de vos recherches, ils viennent toujours des mêmes problèmes. Donc comme Constance l'a évoqué au début, c'est que la recherche mots-clés va se faire sur tout le profil. Donc, c'est-à-dire si vous mettez par exemple le directeur commercial dans la barre de recherche keyword, ça va rechercher dans tout le profil, même si la personne a fait ça il y a 15 ans ou a fait une formation, mais en fait, ce n'est plus du tout d'actualité. Deuxième chose, c'est que les profils ne sont pas correctement mis à jour. Il y a plein de personnes en fait qui oublient de fermer leur expérience précédente. Donc, j'ai un nouveau job, j'ajoute mon nouveau job sur LinkedIn et j'oublie de mentionner le dernier comme fermé. Et en fait, si par exemple avant j'étais directeur commercial et maintenant je suis DRH, si je recherche directeur commercial, je vais continuer d'apparaître dans les recherches pour directeur commercial parce que sur mon profil, le job est ouvert et LinkedIn pense qu'en fait je fais les deux en même temps. Mais en fait, j'ai arrêté le job d'avant. Donc ça arrive dans pas mal souvent. C'est quelque chose que Evaboot corrige également. Et la troisième chose, c'est que certains filtres sont un peu des boîtes noires, on les utilise. En fait, on sait même pas trop ce qu'ils font. C'est typiquement le niveau de seniorité et la fonction. Ça, c'est des choses qu'on utilise, mais en fait, on ne sait pas trop où LinkedIn va chercher l'info. On est un peu obligé de les croire sur parole. Et généralement, ces problèmes-là, bien sûr, à mesure que la liste est grande, vont devenir de plus en plus importants. Et c'est pour ça aussi que les taux de réponse sur les petites audiences sont plus élevés. Première chose, donc, ça peut paraître assez évident, mais je le vois quand même pas mal encore assez souvent, c'est d'utiliser le filtre titre pour chercher les titres. En fait, il y a plein de personnes qui utilisent encore le filtre keyword pour chercher des jobs. Et en fait, ils mettent Head of Sales dans le champ keyword ici, en fait, au lieu de le mettre dans titre. Et donc, j'avais fait une étude qui comparait les deux, donc en utilisant l'algorithme de qualification d'Evaboot. Et vous voyez que donc, je suis là dans la recherche Head of Sales avec les mots-clés. Donc, il y a 32% de personnes qui sont vraiment qualifiées dans cette liste. Et quand j'ai mis dans titre,
c'est passé à 74. Et si on retourne sur donc Sales Navigator, là, on voit bien que j'ai mis Head of Sales, j'ai mis les parenthèses, etc. Enfin, entre à chaque fois, ce nom m'échappe. Entre guillemets. Guillemets, voilà. Merci. Merci, content, j'avais un énorme trou là. Donc là, j'ai mis entre guillemets, vous voyez qu'en fait, il y a 0 Head of Sales là, dans les résultats. Donc là, j'ai consultant. Là, j'ai directeur commercial, c'est à peu près ce que je veux, mais c'est pas ce que je demandais. Moi, je demandais Head of Sales. Là, j'ai CEO, Media Marketing Manager, consultant, etc. Donc, vous voyez, j'ai presque pas de Head of Sales. Et généralement, en fait, ça vient chercher des expériences précédentes. Voilà. Vous voyez ici, il y a écrit Pass Role. Et ici, vous voyez qu'il y a écrit Head of Sales. En fait, s'il y a écrit Head of Sales n'importe où dans votre profil, même dans une recommandation, un skills, n'importe où, en fait, à partir du moment où c'est écrit sur la page, et ben, vous allez ressortir dans le profil. Alors que si je prends, si j'annule ça et que j'écris Head of Sales dans le titre ici, vous allez voir que sur la première page, bah, c'est beaucoup plus qualifié. J'ai que des personnes qui ont mis Head of Sales dans leur titre. Donc voilà, première chose, mettez pas les titres ici, utilisez le filtre titre pour chercher les titres. Encore une fois, ça peut paraître assez évident, mais je vois plein de gens ne pas le faire. Donc c'est vraiment le B à bas, c'est de faire ça pour déjà bien cleaner vos listes. Donc la bonne manière en fait d'utiliser le filtre mots-clés, c'est plutôt d'aller chercher des mots-clés dans les descriptions de job. Typiquement, si je suis une boîte de recrutement et je recherche des développeurs qui maîtrisent une technologie en particulier, voilà, j'ai pas beaucoup de développeurs qui vont écrire dans leur titre développeur Python. Ils vont plutôt écrire qu'ils sont full stack développeurs, front-end, back-end développeurs, etc. Ils vont pas mentionner la technologie directement dans leur titre. Ils vont plutôt mentionner ça dans la description de leur job. Et donc, nous, ce qu'on conseille, c'est d'utiliser donc le filtre titre. Donc, par exemple, là, si je cherchais ce type de lead, je mettrais juste développeur dans le titre. Et par contre, la technologie, je vais plutôt la mettre dans le filtre keyword. Évidemment, vous allez avoir plein de déchets avec ça, parce que vous allez tomber sur des gens qui ont certes écrit la technologie dans leur profil, mais pas du tout au bon endroit. Donc, typiquement, là, j'ai pris un profil exemple. Donc, je cherchais Node.js, hein, donc qui est un langage de programmation. Et si là, je vais ouvrir tout ça, et si je fais CTRL F donc pour chercher s'il y a écrit Node.js sur la page, je vais voir que donc, les expériences actuelles sont ici. Et je vois que par exemple que Node.js est écrit ici sur voilà, un projet de fin d'études. Donc voilà, c'est pas parce que je fais une techno sur un projet de fin d'études que je la maîtrise bien, sûrement pas d'ailleurs. Et aussi, vous voyez que c'est dans les skills ici. Et pareil, c'est pas parce qu'il y a 7 personnes qui ont dit que j'étais fort en Node.js que je suis pas fort en Node.js. La plupart du temps, c'est surtout des amis et des connaissances qui font ça, pas tant de vraies recommandations au final. Donc en fait, là, cette personne, j'ai tapé Node.js dans le keyword, cette profil est ressorti, mais en fait, c'est pas du tout quelqu'un de vraiment fort sur cette technologie. Donc, c'est pas quelqu'un que j'ai envie de contacter. Ce que va faire EvaBoot pour corriger ça, c'est qu'en fait, on va reprendre le profil et on va voir s'il est présent dans des champs actuels qui concernent l'expérience actuelle de la personne, c'est-à-dire son titre, sa description, la description de l'entreprise, les spécialités de l'entreprise. Ça, c'est en gros les mots-clés. Quand vous faites une page d'entreprise sur LinkedIn, vous pouvez choisir plusieurs mots-clés décrivant votre activité. Et donc, on va aussi chercher là-dedans, dans le nom de l'entreprise et aussi dans la bio, le about, etc. Si par exemple, voilà, je me présente dans ma bio en tant qu'expert de cette techno, bah là, oui, ok, là, il y a une vraie raison de contacter la personne. Et typiquement, donc, on va chercher, on va pas chercher en fait dans tout ce qui est en bas, là, on va chercher dans l'expérience actuelle, la description, s'il y en a une, le about ici, et pareil pour l'entreprise. On va chercher ici dans le titre, dans le about et dans la description. Tout ce qui concerne en fait l'expérience actuelle. Et comme ça, en fait, on va automatiser l'élimination de tous les gens qui, certes, sont concernés par ce mot-clé, mais en fait étaient concernés il y a 5-10 ans et maintenant ont totalement changé d'activité. Toujours sur les mots-clés, et après, je ferai une petite pause pour les questions. Donc, vous pouvez utiliser pour vos recherches ce qu'on appelle les booléens. Donc en gros, c'est un langage de programmation très très simple qui va vous permettre de faire des liens, en fait, des connecteurs logiques entre les mots que vous cherchez. Donc il y en a 3, il y a and, or et not. And, très simplement, ça va vous permettre de dire à LinkedIn que vous cherchez
les personnes qui ont ce mot-clé-là et ce mot-clé-là dans leur profil. Donc ici, par exemple, moi, typiquement, pour Eva Boot, je veux contacter des agences de prospection. Là, je vais faire une recherche. Ici, c'est une recherche entreprise. Voilà, je veux qu'il y ait écrit quelque part agence et prospection dans le profil. Donc ces deux mots, ils peuvent être écrits pareil sur tout le profil. Donc soit ils sont écrits directement dans le titre ici, soit ils ne sont pas écrits directement. Et là, typiquement, j'ai une agence, mais prospection, voilà, va être écrit plutôt dans la description. Donc si j'ai agence et prospection écrit, LinkedIn va me faire ressortir la personne. Et ça, vous pouvez en ajouter tant que vous voulez. Le principe est assez simple. Après, il y a OR. Donc ça va vous servir pour plusieurs cas d'usage. Typiquement, si vous avez déjà défini en interne une liste de jobs que vous souhaitez contacter, vous pouvez mettre toutes les variantes. Typiquement, voilà, directeur commercial, ça peut se dire de plein de manières différentes. Donc, Head of Sales, Chief of Sales, VP Sales, directeur commercial, directrice commerciale. Typiquement, ça va être très très utile en français pour faire les masculins féminins parce que LinkedIn ne va pas le faire automatiquement. Donc à chaque fois que vous visez un titre en français, pensez à bien mettre voilà, directeur commercial hors directrice commerciale. Et comme ça, vous aurez bien tout le monde dans votre recherche. Et une question sur le premier, pourquoi est-ce que tu ne marquerais pas agence de prospection, par exemple, dans ta recherche? Agence de prospection, en fait, je vais certes avoir toutes les agences qui ont écrit agence de prospection, mais il y a sûrement plein d'agences de prospection qui n'ont pas écrit exactement agence de prospection dans le profil. Ça peut être nous sommes une agence et nous faisons de la prospection, par exemple. D'accord. Parce qu'en fait, là, si je fais ça, c'est vraiment de la recherche sémantique, quoi. Et si je le mets entre guillemets, LinkedIn va rechercher la mention exacte. Vous voyez, Exactement. si je tape agence de prospection, je tombe à 6 résultats parce qu'en fait, il faut qu'il y ait vraiment écrit agence de prospection. Voilà. Vous voyez ici, il y a écrit. Et autre Finalement, le question. 2 est un peu superflu. Ouais. Et autre question dans le deuxième cas de figure avec le or, sur les masculins féminins, tu pourrais, enfin, il y a certaines personnes qui vont peut-être avoir envie d'écrire directeur, directrice, et le résultat, ça va t'exclure tout le monde finalement. C'est-à-dire écrire directeur, Après, directrice. si tu marques directeur commercial, directrice commerciale, tu mets les deux titres dans un champ de recherche pour essayer d'avoir tous les résultats en une seule recherche. Alors, ce que tu peux faire, l'autre moyen de le faire, effectivement, c'est d'aller dans le filtre titre ici et d'écrire directeur commercial. Et ensuite, directrice ici. Là, on peut voir avec le nombre de résultats. Ici, j'ai 614. Et donc, si je rajoute directrice, ah non, je l'ai mal écrit, c'est pour ça. Hop. Commercial. Voilà. Vous pouvez voir que là, j'ai beaucoup plus de personnes. Enfin, j'ai 200, 250 personnes qui sont rajoutées à peu près. Vous voyez que en fait, si je mets que directeur commercial, je loupe pas mal de profils, quoi. Donc en fait, là, écrire ça revient à écrire or. Mais si vous voulez voilà, écrire une seule expression, vous pouvez mettre un or entre les deux. Mais le fait d'écrire plusieurs jobs comme ça revient, en fait, LinkedIn l'interprète comme étant un or entre les deux jobs. Mais par contre, vous ne pouvez pas le faire ici. Donc ici, vous êtes obligé d'écrire dans un Python, or, JavaScript, par exemple. Vous pouvez pas faire comme dans le champ titre et mettre plusieurs choses. Donc c'est quand même il faut quand même savoir écrire des booléens parce que dans le champ keyword, vous êtes obligé d'utiliser le filtre titre. Vous pouvez y échapper, mais sur le mot-clé, vous serez obligé d'utiliser des booléens. Voilà. Est-ce que j'ai bien répondu? Dites-moi si j'ai bien Oui, très répondu bien. à votre question dans le chat. Si la réponse n'est pas complète, n'hésitez pas à me dire et je rajouterai d'autres éléments. Voilà, donc on était sur les booléens. Donc or pour voilà, les variations de job, féminin, masculin. Et le dernier, c'est note. Donc note, ça va vous permettre d'exclure les personnes qui reviennent systématiquement dans vos résultats de recherche. J'ai pris deux exemples qui sont assez communs. Typiquement, si je cherche des CEO,
je vais me retrouver avec toutes les personnes qui ont écrit bras droit du CEO dans leur titre. Parce que LinkedIn va chercher la mention CEO. Et quand il écrit bras droit du CEO, il y a effectivement écrit CEO dans le titre. Donc, typiquement, quand vous cherchez les CEO, vous voulez enlever tous les bras droits car ce n'est pas des decision makers, ce n'est pas eux qui ont le budget, ce n'est pas eux qui vont prendre les décisions. Un autre cas assez commun sur les recruteurs, c'est je veux, pareil, prospecter des développeurs pour leur proposer des offres d'emploi, mais je ne veux pas des freelances parce que les freelances ne seront évidemment pas intéressés. Et donc, dans ce cas-là, vous pouvez rajouter un note freelance à la fin et vous enlèverez toutes les personnes qui sont freelance. Là, typiquement, j'ai tapé des technologies. Donc, voilà, j'ai tapé Node.js, JavaScript, etc. Hop. Donc là, j'ai 7 millions de résultats en tout. Et voilà, si je rajoute un note freelance ici, ça va m'exclure pas mal de gens. Voilà, moi, j'ai pris sur le monde entier, bien sûr, donc de toute façon assez énorme, mais voilà, j'ai enlevé 1 million de freelance là-dessus. Donc, c'est les deux use cases. Et généralement, voilà, si vous, à chaque fois que vous faites vos recherches, ça, c'est généralement une liste qui se constitue un peu, une fois que vous commencez un peu à utiliser ces navigateurs, vous dites, à chaque fois, j'ai des consultants, à chaque fois, j'ai ces personnes-là, mais moi, j'en veux pas. Pensez à mettre le note, comme ça, vous serez débarrassé de ces leads non qualifiés, mais qui reviennent systématiquement dans vos recherches. Parce que la manière dont vous faites vos recherches fait que, en fait, à chaque fois, il y a des freelances, à chaque fois, il y a des consultants, et vous voulez pas contacter ces personnes. Voilà, ça c'était pour la partie première partie mots-clés booléens. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser maintenant. Sinon, après, moi, je passerai à l'autre partie qui est comment résoudre ce problème-là de double expérience. Vous allez voir qu'il y a des use cases assez intéressants. Donc, voilà, si vous avez des questions, posez-les maintenant. Sinon, je passerai directement à l'autre partie. Moi, j'ai pas forcément de questions, mais juste un petit rappel sur l'intérêt d'avoir les bases qui soient assez. Vaut mieux avoir plusieurs ciblages différents sur des petites bases, comme l'a dit en introduction Jean-Baptiste, avec la courbe de la grosse machine où on a un meilleur impact. Plus la base est petite, meilleur l'impact est. Surtout si vous envoyez des messages type cold emailing ou vous automatisez votre prospection. Et c'est vrai que l'idée de sortir ça par le moteur de recherche, de vraiment réduire et pas d'essayer. Souvent, ce qu'essayent de faire les gens au démarrage de Sales Navigator, c'est d'avoir le plus de résultats possible. Et en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est d'avoir quelque chose qui soit précis et où on est sûr que notre ciblage va avoir un meilleur impact au niveau de nos actions commerciales, plutôt que d'essayer de viser un maximum de personnes tout de suite au premier abord. Effectivement, mais je dirais même que dans l'intention, je vais d'abord se dire, moi j'ai ce message à transmettre, j'ai cette offre à faire, à qui est-ce que je peux la proposer et va être intéressé. C'est pas je prends, ce qui est fait généralement, c'est que je prends un pool le plus grand possible de personnes et ensuite je vais essayer de derrière imaginer un message qui pourrait plaire à peu près à tout le monde et avoir des réponses. C'est ça. Et évidemment, si c'est bien connu, si vous essayez de plaire à tout le monde ou plaire à personne. Donc, il vaut mieux se dire, OK, moi, ma proposition, c'est ça, j'ai ça à offrir. Je vais aller chercher les gens qui potentiellement peuvent être intéressés. Et si vous inversez un peu ce schéma de pensée en disant plutôt d'abord le message et ensuite l'audience et ensuite, bien sûr, retravailler le message derrière, et ça vous force en fait à réduire, à se dire, OK, non, en fait, cette personne, si vous avez déjà le message en tête, vous savez que en regardant le profil d'une personne, et si j'envoie ce message, il ne va pas être intéressé. Donc, ça permet en plus de plus facilement éliminer, on va dire, les mauvais leads de vos recherches. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vais enchaîner sur l'autre problème Sales Navigator, donc qui est les expériences simultanées. Donc, en fait, ça se représente comme ça, sur la gauche. Vous voyez typiquement là une personne qui a enchaîné 2 jobs et qui n'a pas fermé celui d'avant. Donc, il y a toujours écrit present ici sur son profil. Le problème, c'est comme j'ai dit au début, si vous cherchez ici, j'ai la personne qui est Head of Operation. Mais en fait, si je cherche le job d'avant, Sales Operation Manager, il va quand même sortir parce que l'expérience est déclarée qu'actuelle. Sauf qu'en fait, le vrai job de la personne, c'est celui-là. Donc ça crée pas mal de problèmes dans les recherches. Et c'est typiquement sur Evaboot ce qui va causer tous ces rejets-là. Donc, on va dire mauvais titre, mauvaise taille d'entreprise, etc. Parce qu'en fait, généralement, LinkedIn va faire sortir ses profils dans vos recherches
parce que la donnée de leur ancienne entreprise ou de leur ancien job correspond à ce que vous cherchez. Et en fait, le problème, c'est ça, c'est que si je suis Head of Sales dans une entreprise A et que je suis fondateur d'une entreprise B, LinkedIn va dire que la relation Head of Sales dans entreprise B est vraie. Alors que non, je suis fondateur d'entreprise B et Head of Sales d'entreprise A. Mais LinkedIn va mettre tout ça dans le même sac. Il va dire, OK, toutes ces informations sont liées, donc Head of Sales d'entreprise B est vrai. Donc il n'y a pas de mur en fait entre les expériences et les entreprises. Je vais vous montrer un cas très concret juste ici, sur justement un Head of Sales. Ici, j'ai pris une recherche très petite. Donc voilà, j'ai mis Head of Sales et j'ai mis réseau entreprendre. Et vous voyez que sur ce profil là, Baptiste Delchambre, en fait, il a 2 expériences, donc présent ici. Il est membre du réseau Entreprendre et il est Head of Sales de Fret SNCF. Et moi, je cherchais des Head of Sales chez Réseau Entreprendre. En fait, selon la logique de LinkedIn, la relation ici est vraie parce que je suis bien quelque part Head of Sales et quelque part, je fais partie de l'entreprise Réseau Entreprendre. Donc ça montre bien que voilà, les expériences en fait communiquent, elles sont pas fermées. Et voilà, typiquement, si j'ai 3 jobs différents dans 3 entreprises différentes et je suis stagiaire chez Microsoft et que j'ai créé une petite appli, et ben en fait, si je cherche fondateur de Microsoft, et ben je vais sortir dans les résultats. Alors que je suis stagiaire chez Microsoft et j'ai créé une appli à côté. Donc voilà, c'est ça le danger avec les expériences qui communiquent. Et on va voir un peu comment régler ça. Notamment, il y a 2 choses. Il y a d'abord, c'est bien comprendre les filtres, comment les utiliser, et aussi savoir qu'il y a des filtres à ne pas utiliser du tout. Typiquement, seniorité et fonction. Je vais vous montrer un exemple avec justement on en parlait au début, là, le fondateur de la grosse machine. En fait, si je vais sur le profil de Brice, je vois que il y a plein d'expériences qui sont ouvertes. Parce que là, pour le coup, oui, il fait plusieurs choses en même temps. Donc, founder ici de la grosse machine, fondateur de Dezio. Donc, toutes ces expériences-là sont en présent. Et en fait, si j'ouvre ici le filtre seniorité, en fait, il y en a 4. Parce que un niveau de seniorité est attaché à une expérience à chaque fois. C'est pas une personne et un niveau de seniorité. C'est pour chaque expérience. Donc, ce qui peut dire que là, hop, je vais me tromper. Je peux dire que en fait le CEO de là, je cherche des stagiaires typiquement à la grosse machine et ils me sortent le CEO parce qu'il y a une expérience. LinkedIn en fait va essayer de deviner votre niveau de seniorité et votre fonction grâce à votre titre. Alors ça doit être un peu quelque chose qui ressemble à de l'intelligence artificielle, etc. Ils vont regarder ou une classification simple. Ils vont regarder le titre sur votre expérience et dire, OK, ben ça c'est CEO, donc on va lui mettre la seniorité owner, par exemple. Ça c'est un job de sales manager, donc on va mettre la seniorité directeur. Donc déjà première chose, c'est LinkedIn qui décide. Et évidemment, c'est un algorithme, donc c'est pas parfait. Et deuxième problème, c'est qu'il y en a une pour chaque job. Donc en plus, si vous avez plusieurs jobs, typiquement là, il me semble que Entry, c'est mis parce qu'il est intervenant dans le HEC, il me semble. Donc LinkedIn doit penser qu'il est étudiant peut-être, parce qu'il s'est mis d'une expérience HEC. Et en fait, là, voilà, si je mets ça, ça me met que voilà, la personne est stagiaire à la grosse machine alors que c'est le CEO de la boîte, quoi. Donc voilà, vous voyez à quel point ce filtre n'est pas fiable. Déjà, premièrement, parce que c'est LinkedIn qui devine. Et ensuite, quand il y a plusieurs jobs en même temps, bah là, c'est pire parce que ça dit vraiment n'importe quoi. Fonction, c'est pareil. C'est pareil que seniorité. Les mêmes principes, ils vont essayer de deviner votre fonction en regardant votre titre. Donc, typiquement, voilà, s'il y a écrit marketing, ils vont mettre marketing. Ils vont essayer de rattacher votre titre en devinant dans quel département il peut être.
Et typiquement, là, pareil, j'ai éducation. Donc, pour un CEO, ça me semble pas être adapté. C'est plutôt, voilà, business development marketing, ça, c'est plutôt pertinent. Mais ça, pareil, ça doit être l'expérience sur dès qu'il y a une école, il doit penser que la personne est prof, quelque chose comme ça, et donc rattacher l'expérience éducation. Et pareil, étant donné qu'il y a une fonction par entreprise, une fonction par job, pardon, vous pouvez vous retrouver à avoir des trucs pas cohérents du tout. Nous, notre conseil, c'est de vraiment en fait pas du tout utiliser ces filtres, d'autant plus que en fait, si vous connaissez par cœur vos cibles, vous n'avez pas besoin de ces filtres en fait. Se connaître par cœur ses cibles, ça veut dire connaître par cœur leur titre et aussi potentiellement les mots-clés qu'il y a dans leur profil. Donc en fait, ça, si vous savez très bien que vos cibles, ce sont des directeurs marketing ou des DRH et que vous avez déjà votre liste de titres, vous avez déjà les mots-clés qui reviennent souvent dans leur profil, etc., vous n'avez pas besoin d'utiliser ces filtres parce que vous avez déjà assez et vous n'avez pas besoin de, si vous visez des CEO, vous n'avez pas besoin de rajouter le filtre honneur. Enfin, c'est un CEO, c'est évident que c'est le propriétaire de sa boîte, il n'y a pas besoin de rajouter une surcouche de fil par-dessus. Et pareil, si vous cherchez des directeurs commerciaux, il n'y a pas besoin de rajouter que la fonction est commerciale. Si directeur commercial, ça veut bien dire ce que ça veut dire, il n'y a pas besoin de rajouter autre chose. Donc voilà, si vous connaissez bien votre cible, il n'y a pas besoin d'utiliser ce filtre. Il y a juste un cas où ça peut être intéressant, c'est quand vous ne connaissez pas trop les titres que vous visez ou alors vous avez une audience très large. Typiquement, si je veux en fait cibler n'importe quelle personne qui a de l'expérience dans les sales, je peux dire, OK, moi, je veux juste le mot-clé sales dans le titre et je veux que la fonction, seniorité, pardon, soit voilà, owner, partner, CXO, donc des decision makers. Voilà. Et en faisant ça, voilà, je vise tous ceux qui s'appellent Brice, du coup, si vous voulez cibler tous les Brice de France. Mais voilà, si vous voulez dire à LinkedIn, moi, je veux n'importe quelle personne qui est decision maker et qui fait du sales. Vous pouvez dire, moi, je veux qu'il y ait écrit sales dans le titre et je veux voilà, qu'il ait un niveau de seniorité élevé. Donc, et là, voilà, je vais avoir tout type de personnes, en fait, avec écrit sales. Donc, Vice President of Sales, VP Sales, Manager, General Business Sales, SVP Global Sales. Il y a des erreurs ici, typiquement sur un co-founder. Ça peut vous permettre, on va dire, d'aller chercher des titres un peu originaux ou de découvrir d'autres titres. Ouais, Constance, tu voulais Ouais. Dans l'autre cas de figure aussi, on peut enlever des intitulés dans Sales Navigator, dans le filtre. Ouais, effectivement. Donc, ça revient aux notes en fait que vous avez vu juste avant. Typiquement, si je veux exclure les personnes en marketing, je peux écrire marketing ici. Ensuite, je mets ma souris au-dessus du mot ici et je clique sur le petit interdit ici. Et le mot va s'afficher en rouge. Voilà. Et là, je vais enlever toutes les personnes avec mentionné marketing dans leur profil. Et typiquement, on peut faire un exemple un peu live. Là, si typiquement, vice-président, c'est pas assez haut pour moi. Là, je peux dire, allez hop, on enlève tous les vice-présidents et j'en aurai plus dans ma recherche. Ça, c'est intéressant si, en fait, quand vous êtes en train de parcourir vos résultats, voilà, je suis tranquillement en train de regarder mes résultats, je fais OK, première page, bon, c'est pas, ça va, je peux aller regarder un peu la 10e pour voir si ça reste au même niveau de qualité. Généralement, ça descend. Plus vous avancez dans les pages, plus la qualité va baisser. Là, je me dis, j'ai un founder, moi, je veux pas de founder, donc en fait, je vais les éliminer, on va dire, un peu au fil de l'eau. Et ça, c'est une bonne pratique, voilà, de regarder les résultats et de petit à petit rajouter des choses, enlever des choses, etc. On a une question de Félix sur le filtre seniorité. Si on ne sélectionne pas jeunes diplômés, ça n'assure pas de ne pas avoir de juniors, mais ça réduit tout de même leur nombre. Effectivement, tu peux te dire que si tu peux exclure certaines seniorités. Donc là, pareil, le même système. Hein. Si je fais ça, ça peut les enlever. Mais typiquement, là, si on reprend le profil de Brice,
sais pas si ça va pas enlever les gens justement qui en ont plusieurs. Parce que là, du coup, j'ai 7 personnes qui en a 4. Donc, si on prend entrée et qu'on enlève, voilà, il va disparaître. Donc, en fait, si une personne, vous voyez ici, disons que j'ai fait une recherche et je ne veux que des decision makers. Et ben, je me dis quoi? Je me dis, ah, bah, je vais enlever les entries. Je vais enlever les entries et je vais les exclure. Hop. Et ben, en fait, là, j'ai perdu un decision maker. Parce que, justement, il avait plusieurs niveaux de seniorité en même temps. Donc, en fait, si vous enlevez les niveaux de seniorité, certes, vous allez enlever des gens pas qualifiés, mais vous avez enlevé aussi des gens qualifiés. Là, typiquement, si je cherche decision maker, j'enlève entry et en fait, je perds un founder CEO. En fait, j'ai perdu un lead super qualifié, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on conseille de pas l'utiliser parce que, effectivement, aujourd'hui, c'est un peu la pratique la plus répandue, la plus commune en disant, bah, je mets les fonctions que je veux, je mets les seniorités que je veux et j'exclus toutes les autres, comme ça, je suis tranquille. Mais en fait, en faisant ça, avec le problème, là, ce fameux problème de multiples expériences, multiples seniorités, vous allez potentiellement voilà, perdre des gens qualifiés. Parce qu'en fait, si j'en enlève, LinkedIn ne va pas faire la différence. Il va dire cette personne, elle en a 4, et en fait, que vous excluiez un ou l'autre, LinkedIn dit c'est la même chose de toute façon, donc on enlève. C'est plutôt à partir du moment où la personne a au moins un de ces niveaux de seniorité, je vais l'enlever. Le bon système, et ce que devrait faire LinkedIn, c'est ah bah, cette personne en a 4, et la personne devrait disparaître si j'enlève les 4, par exemple. Si j'enlève entry, et que je faisais comme ça, bah, ça me surprendrait pas si Brice restait dans la recherche parce qu'en fait, il en a encore 3. Et les 3 autres, je ne les ai pas exclus. Ce serait plutôt comme ça que ça devrait marcher. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc peut-être une mise à jour, hein, on verra. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Voilà. C'est pour ça que nous, on conseille de plutôt pas du tout utiliser. Pareil, là, si je veux des decision makers, je mets founder, je mets CEO, j'ai pas besoin de rajouter des niveaux de seniorité, encore une fois, si je connais bien ma cible. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Constance, ou je continue? Si vous avez des questions, Ok, n'hésitez pas à les poser ou dans le chat ou dans l'onglet questions. ok. Dites si je réponds bien aux questions aussi, hein. S'il vous manque des choses, n'hésitez pas, on peut continuer sur la réponse. L'autre chose donc à comprendre au niveau du lead, c'est l'industrie. Alors l'industrie, donc c'est le champ qui est ici. Et en fait, au début, ce qu'on pense quand on arrive sur ces navigateurs, c'est quand je cherche l'industrie, c'est l'industrie de l'entreprise de la personne. Et en fait, non, c'est l'industrie du lead. Donc, je vais vous montrer ça sur mon profil. Si je clique ici sur le modifier, je descends. En fait, ici, j'ai un champ industrie. Et vous voyez que moi, je me suis mis banque ici, par exemple. Je vais prendre n'importe quoi. Je vais prendre chimie, je sais pas si. Voilà, chemicals, hop. Donc, moi, je dis que je fais de la chimie. Tac. Ensuite, je vais chercher mon profil. Vous allez voir qu'en fait, je vais apparaître. Si je prends l'industrie chimie, je vais apparaître ici. Et si là, si je reviens sur mon profil et que je mets n'importe quoi d'autre, ça va changer. En fait, au début, quand on commence, on pense que voilà, je vais chercher, c'est plutôt des industries de l'entreprise de la personne. Et en fait, c'est pas ça. On peut se retrouver, on peut se retrouver avec pas mal d'erreurs comme ça, soit parce que les personnes ont mis n'importe quoi, soit parce que les personnes vont plutôt considérer ça comme leur département. Typiquement, si je suis un directeur commercial dans une boîte e-commerce, même si ma boîte fait de l'e-commerce, moi je peux dire mon industrie à moi, je le considère ça comme mon département, donc je vais dire que je suis dans les sales par exemple ou dans le marketing. Si je fais marketing dans n'importe quelle boîte, je dis que moi je fais du marketing, ma boîte fait de l'e-commerce certes, mais moi je fais du marketing. Donc cette confusion un peu industrie-département, ça peut créer pas mal d'erreurs. Alors il y a deux manières de contrer ce problème. La première, elle est technique. Et nous, c'est en gros, qu'est-ce qu'on fait avec EvaBoot? C'est on va prendre votre recherche, on va extraire toutes les informations de l'entreprise de votre prospect, dont l'industrie, et on va voir si l'industrie de l'entreprise de votre prospect match avec ce que vous avez mis dans votre recherche. Donc en fait, ici par exemple, si je mets Internet, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va
aller sur le profil de Brice, on va regarder l'industrie de la grosse machine et on va vérifier que c'est bien Internet. Et là, vous voyez, pour le coup, il me semble qu'il y a match. Voilà, il y a match, c'est ça. Il y a bien un match entre donc l'industrie de Brice, c'est Internet, et l'industrie de la grosse machine, c'est aussi Internet. Donc là, il y a match. Donc Eva Boot va dire, ah, là, il y a match, ok, donc c'est vraiment un bon lead. Et dans le cas où, par exemple, vous cherchez de la chimie et que, par exemple, on va sur mon profil, je refais un peu le chemin du robot pour que vous voyez un peu très concrètement. Alors, attendez. Hop. Donc là, typiquement, moi, je dis, je recherche voilà, des gens qui font de la chimie. Ce que va faire le robot, c'est dire, OK, je vais sur le profil, je vais là sur la page de l'entreprise, et là, je vois que, ah non, l'entreprise, c'est Computer Software, donc il n'y a pas match. Donc, rejet du lead non qualifié. Voilà, c'est comme ça que va procéder le robot pour essayer de qualifier les leads. Donc, vous pouvez quand même utiliser le filtre entreprise avec EvaBoot et le robot se chargera de vous assurer que l'entreprise que vous avez mis est bien l'entreprise de l'industrie. L'industrie est bien l'industrie de l'entreprise. Ça, c'est la manière technique. L'autre manière, c'est ce qu'on appelle de faire une recherche ABM, c'est-à-dire de commencer par faire une liste d'entreprises et ensuite de créer une liste de leads. Donc, en gros, aujourd'hui, c'est la meilleure pratique pour réduire au maximum le nombre de ces leads non qualifiés. Donc, ça se découpe en 4 étapes. Tout d'abord, rechercher des entreprises avec une recherche entreprise, créer une liste d'entreprises, filtrer sa recherche lead avec sa liste d'entreprises et rajouter des filtres lead. Donc, je vais décomposer là bien les 4 étapes pour que vous voyez. La première étape, donc, ça consiste à créer une liste d'entreprises, donc avec la recherche account. Et justement, en fait, c'est comme ça qu'on va bypasser tous ces problèmes d'industrie. Parce qu'en fait, en cherchant des industries ici, oui, là, je vais aller chercher directement dans les industries des entreprises et pas les industries des leads. Donc, ça va permettre de corriger voilà, ce problème d'industrie. Je vais faire une recherche très rapide. Hein, donc, voilà, pour la recherche entreprise, c'est globalement les mêmes filtres, sauf que vous pouvez filtrer aussi avec la croissance, ce qui est assez intéressant. Donc, le nombre de personnes dans l'entreprise. Voilà, si je veux cibler des entreprises en croissance, entre 20 et 100%, par exemple, si je veux voilà, des gens qui ont du budget, etc., je peux m'assurer que ces entreprises sont en croissance. Et LinkedIn va prendre en fait le taux de croissance annuel de l'entreprise vis-à-vis du nombre d'employés. Donc ici, vous voyez, là, il y a la croissance sur 6 mois, 1 an, 2 ans. Et donc ici, j'ai mis une croissance entre 20 et 100%. Et c'est à chaque fois, LinkedIn prend le taux de croissance sur 1 an. Sachant que c'est bien sûr pas le taux de croissance du chiffre d'affaires, etc. C'est la croissance au niveau de l'effectif. Donc, c'est pas aujourd'hui, surtout, il y a de plus en plus d'entreprises qui font beaucoup d'argent avec peu de personnes. Donc, c'est pas le meilleur fit pour détecter la croissance d'une boîte, mais c'est quand même un bon indicateur d'avoir la croissance d'une entreprise. J'ai Laura qui demande si le taux de croissance est à jour. Le taux de croissance est à jour. En fait, le taux de croissance, il est lié au nombre d'employés qui ont relié leur profil à leur boîte sur LinkedIn. Donc ici, c'est le nombre d'employés ici. Donc, en fait, c'est mis à jour en temps réel, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des nouvelles personnes qui rattachent leur profil à l'entreprise, ça fait grossir le nombre d'entreprises de la boîte et ça met à jour les chiffres qui sont ici. Ouais, ce qui veut dire que généralement les salariés, certains vont attendre la fin de la période d'essai pour mettre à jour leur profil LinkedIn. C'est ça, et en fait surtout qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas relier leur profil à l'entreprise. C'est les fameux carrés gris. Vous voyez, quand il y a un carré gris sur un profil, c'est-à-dire que la personne a bien mis le nom, mais n'a pas relié son profil à l'entreprise. Donc là, typiquement, elle va pas être comptabilisée là-dedans. Encore une fois, on va dire, c'est mieux que rien. LinkedIn n'a pas les informations financières sur les entreprises. Elle n'a pas tout ce qui est là, c'est la base, c'est des gens sur LinkedIn. Donc évidemment, elle base le de croissance sur le nombre de personnes qui l'ont relié. Exactement. Ouais. Mais ça donne quand même
Ça dépend des secteurs. Si vous êtes sur une boîte très digitale où tous les employés vont avoir un compte LinkedIn et bien se relier parce que dans cette boîte-là, avoir un compte LinkedIn, c'est important, etc. Les gens sont voilà, plutôt jeunes et tout. Ça va être fiable. Par contre, si vous êtes sur de la PME qui en a rien à faire d'être sur LinkedIn parce que ça lui rapporte pas de vente, ça change rien pour elle. Là, bah déjà, LinkedIn, c'est peut-être pas le canal adapté. Et en plus, généralement, ils vont pas créer de page entreprise du tout. Ou alors, s'ils créent une page d'entreprise, ils vont pas forcément, tous les gens qui travaillent dans cette boîte vont pas forcément se relier. Oui, c'est ça, parce qu'il faut qu'il y ait la page entreprise aussi qui existe avant. Sinon, C'est ça, LinkedIn n'est ouais. pas capable d'identifier l'entreprise. Effectivement, c'est vraiment une histoire de se lier. Il y a un moteur de recherche, je cherche mon entreprise, je clique et je fais oui, ça c'est ma boîte et là je me relie. Et si elle n'existe pas, eh ben, LinkedIn prend juste le nom et il y a pas de, il y a ce carré gris là sur le logo à côté. Ouais, je sais pas s'il y avait d'autres questions. Non, c'était la seule. Ok, top. Voilà, donc vous pouvez filtre classique hein, sur la taille, sur la localisation, sur la géographie. Donc effectivement, on va bien retenir que quand vous cherchez géographie ici, sur le lead, c'est là où est le lead, c'est pas là où est l'entreprise. Donc si vous cherchez des entreprises, si vous ciblez en fonction de là où réside l'entreprise, vaut mieux passer par le compte. Si vous ciblez en fonction de là où le lead réside, là, il faut passer par ici. Petite nuance, mais à connaître quand même. Là, je vais prendre des trucs un peu au hasard. Voilà, airline, géographie, on va dire aux États-Unis. Voilà. L'important ici, c'est de savoir comment créer une liste d'entreprises. Donc en fait, là, vous avez vos résultats. Soit vous êtes très confiant que tous les résultats sont bons et vous pouvez cocher 25 par 25 comme ça. Cliquez sur Save to List. Et là, je mets voilà, aviation. Je peux mettre une description si je veux. Et étape un peu douloureuse, mais en fait, il va falloir que vous fassiez ça pour toutes les pages. Donc là, je suis sur la deuxième page, je rajoute, etc. Et là, je dois faire ça pour toutes les pages de ma recherche. Donc normalement, vous n'aurez pas 3000 entreprises dans votre recherche, donc ça va pas prendre autant de temps. Mais voilà, c'est pas automatisé aujourd'hui. Je vais vous montrer un moyen d'automatiser ça avec Eva Boot un peu plus tard. Mais généralement, voilà, c'est quand même pas, on va dire, c'est 10 minutes de votre vie quand même. Vous pouvez faire l'effort un peu de faire ces quelques clics pour créer votre liste. Je vais rajouter encore quelques-unes. Voilà, donc là, on va dire que j'ai une liste d'entreprises que je veux contacter ici. Donc, quand je vais dans Raconte liste, elles sont toutes là. Et ensuite, on va dire que, OK, donc là, ça, c'est des boîtes que je veux contacter. Maintenant, moi, je veux savoir qui sont les personnes à contacter dans ces entreprises. Là, c'est très bien, j'ai les boîtes, mais maintenant, il faut des humains, il faut des personnes qui parlent. Donc, ce que je fais, c'est que je vais dans le filtre Custom List ici. Et là, je peux choisir des listes de leads ou des listes de comptes. Donc là, je choisis liste de comptes. Et je vais choisir, par exemple, ma liste aviation que je viens juste de créer ici. Et ce que ça va faire, c'est que ça va m'afficher tous les employés de cette boîte. Donc là, j'ai déjà bien filtré ma liste. Par contre, ce qui va se passer, c'est que je vais afficher ces fameux profils qui n'ont pas fermé leur expérience. C'est-à-dire que, par exemple, si, pareil, j'ai une double expérience, j'ai oublié de la fermer, l'expérience d'avant était dans une boîte de la liste, eh ben, je vais apparaître. Ça, Eva Boot le détecte, elle vous dira wrong company. Donc on va voir, ok, on va dire ah ok c'est vrai effectivement il est là parce que l'entreprise est présente, mais c'est l'expérience d'avant. Nous on va prendre l'expérience par défaut, la dernière que vous avez mise. Donc on va détecter automatiquement ça. Il n'y a pas trop de moyens sinon de le faire à part regarder en fait manuellement. Donc une fois que j'ai mon filtre custom list, là je vais pouvoir rajouter tous mes filtres leads. Donc ok, là j'ai une base, on va dire j'ai une base brute de données qui sont tous les employés de ces boîtes. Et là je me dis bon ok moi je veux des decision makers, donc je vais prendre les CEO, founders, etc. Et donc là en quelques clics j'ai réussi à construire une base de données de decision makers dans une liste d'entreprises que j'avais construite auparavant. Et j'ai réussi à éviter tous les écueils de industrie, etc.
Voilà, ça c'est la meilleure manière aujourd'hui d'avoir une bonne liste. Et le seul problème que vous aurez encore, même en faisant ça, c'est d'avoir ces fameux doubles profils et ces gens qui ne travaillent plus. Et ça, si vous utilisez Evaboot, vous pourrez le détecter automatiquement et on vous mettra un filtre wrong company en disant non, cette personne, une double expérience, en fait, elle est apparue parce que en fait, c'est l'expérience d'avant. Si vous êtes flemmard et que vous voulez ne pas avoir cette étape là de cliquer sur tous les sur tous les sur toutes les entreprises, Ouais. sur toutes les lignes, sachant que ce que vous pouvez avoir envie de faire aussi, c'est regarder toutes les pages et sélectionner les entreprises qui sont vraiment qualifiées. Donc là, typiquement, je peux aller parcourir les pages et faire OK, non, celle-là, oui, celle-là, non, celle-là, oui, celle-là, non, etc. Ça, il y a un moyen d'automatiser. Il y a un moyen d'automatiser en fait la création de la liste de comptes et aussi de double check pour savoir si ces entreprises sont bien qualifiées. En fait, si vous avez un compte 16 Navigator Team, donc ce qui est l'offre après professionnel, en gros, 90% des gens ont 16 Navigator professionnel. Et Team, ça permet d'avoir 10 sièges sur LinkedIn et ça permet en gros au team de commerciaux de pouvoir un peu travailler en équipe. Et parmi les features qu'il y a en plus sur ce navigateur Team, il y a la création de listes de comptes via upload de CSV. Donc là, j'ai ce bouton en plus, là, créer ta compte liste. Et si je veux, je peux créer une liste de comptes depuis un import CSV. Donc là, je peux mettre soit des CSV que j'ai chopé à l'extérieur de LinkedIn, soit de la donnée que j'ai prise sur LinkedIn. Donc en fait, là, typiquement, ce que je pourrais faire pour bien accélérer le process, c'est je fais ma recherche de compte. Je vais l'extraire avec Evaboot. Evaboot va me dire, OK, en fait, donc là, il y a 20% des boîtes qui ne sont pas qualifiées. Hop, je les enlève. Je reprends mon fichier CSV. Je vais là dans Account List. Hop. Et je remets le fichier que je viens d'extraire de LinkedIn. En gros, je prends la donnée à LinkedIn, j'enlève les mauvaises entreprises et je la redonne à LinkedIn. Et LinkedIn, bien sûr, va trouver tout le monde parce qu'en fait, les entreprises viennent de sa base de données. Donc voilà, là où vous redonnez de la donnée à LinkedIn, et vous savez que LinkedIn l'a, vu que vous l'avez prise à LinkedIn, évidemment. Et vous vous retrouvez comme ça avec une liste. Donc, vous voyez, quand c'est un import CSV, vous voyez un petit signe CSV là. Et en fait, vous avez créé votre liste de comptes en quelques clics. Et en plus, vous avez automatisé le fait de regarder la qualification en fait, des entreprises. Au lieu de faire toutes les pages et de dire, ah, ok, celle-là, oui, celle-là, non. Et Boot l'a fait à votre place. Et hop, ensuite, vous avez un fichier d'entreprise qualifiée. Et vous pouvez uploader ça directement pour créer une liste de comptes. Et ensuite, de la même manière, vous pouvez aller sur Lead. Et là, vous verrez votre liste uploader CSV. Elle apparaîtra aussi ici. Voilà, donc ça c'est un peu c'est le workflow que j'ai décrit. Hein. Donc faire une recherche compte, extraire avec Evaboot, et ensuite réimporter la liste. Là, Evaboot va vous dire un certain pourcentage de qualification et vous pourrez enlever tout ce qui ne va pas. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions suite à cette partie, un peu la recherche ABM, les bonnes pratiques, les listes de comptes, etc. Oui, c'est une partie qui est assez importante aussi. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. N'hésitez pas à poser des questions. Il n'y a pas de questions inutiles. Ok. Ok, bah dans ce cas, je vais continuer. Donc là, ouais, Constance, tu voulais un peu parler du ciblage comportemental. En fait, sur 16 Navigator, on a des possibilités de faire du ciblage un peu plus sur le comportement, ce qui permet d'avoir un ciblage un peu plus fin. Ça permet aussi de gagner du temps parce qu'on va réduire le cycle de vente. Alors la raison, elle est assez simple, c'est que là, ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, finalement, un profil LinkedIn, c'est un profil déclaratif. On remplit tous des données par rapport à des termes qu'on a envie d'utiliser. Donc, le ciblage par le biais du titre du profil, ça vous permet de savoir qui est, par exemple, si vous cherchez un directeur commercial, vous allez cibler le profil directeur commercial, mais derrière, vous ne savez pas si cette personne, elle est prête, elle a un réel besoin. Donc l'avantage du ciblage comportemental, c'est de vraiment arriver au moment où il y a un besoin qui va être montré de la part de la personne. Soit parce qu'elle a fait des recherches SEO, bon, là-dessus, sur ce comportement-là, on aura du mal à remonter. Si vous êtes sur votre site ressort, vous allez pouvoir récupérer des gens là-dessus. Et donc, on va avoir différents types de ciblages comportementaux qui sont intéressants. Et ça va aussi augmenter votre taux de conversion puisqu'on est face à des gens qui sont dans leur process de trouver une solution par rapport à un besoin ou une problématique.
Donc, si tu passes sur la slide suivante. Ouais. Sur 16 Navigator, on a de base des infos que vous pouvez utiliser pour faire du ciblage comportemental. Donc, typiquement, ça peut être du changement de poste. Vous avez un produit ou un service qui va toucher tous les nouveaux directeurs marketing, par exemple. Alors, si vous suivez une entreprise depuis longtemps, savoir qu'il y a un directeur marketing de telle entreprise peut aussi vouloir dire qu'il y a une création de poste. Donc, ça, c'est des ciblages comportementaux qui peuvent être intéressants. Vous pouvez aussi cibler sur des engagements par rapport à des posts LinkedIn. Aujourd'hui, il y a énormément de posts sur LinkedIn, il y en a même de plus en plus. Sur des thématiques, moi, si je prends l'exemple, on a un programme qui est sur la thématique de l'acquisition client. Je vais aller chercher dans LinkedIn le mot-clé trouver des clients, puisque c'est le mot que les gens vont utiliser, et je vais regarder tous les posts qui sont en lien avec ce thème-là. Et ensuite, avec un petit robot, je vais aller scraper les profils LinkedIn et je vais aller les targeter. Sauf que si je fais juste ça, si je recoupe pas avec SalesNav derrière, je vais avoir des gens qui sont... moi, mon profil, c'est des gens qui sont soit indépendants, soit entrepreneurs. Je vais avoir des salariés, je vais avoir beaucoup de gens dedans qui sont pas des profils utiles pour moi. Donc, il y a ça. Il y a aussi les technos utilisés sur un site internet, par exemple. Donc là, c'est pareil. Vous pouvez utiliser des sites comme... bon, ça, je vais laisser Jean-Baptiste en parler, mais il y a plusieurs sites. Il y a BuildWiz, il y a plein de manières de trouver ça. Et donc, le ciblage comportemental, c'est vraiment important de l'avoir à l'esprit et de savoir qu'aujourd'hui, c'est possible de le faire. Les outils existent, il faut juste se dire, OK, quel comportement, quel élément j'ai besoin pour vraiment avoir mon ciblage qui soit encore plus fin que juste cibler sur un profil. Effectivement, ouais. On a parlé du coup de plusieurs choses, le changement de poste, l'engagement, l'interaction avec du contenu ou la création de contenu et les technos utilisés. Donc ça, typiquement, ce qui est pas mal, c'est que ça va un peu vous mettre des icebreakers sur un plateau. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez cette information, la manière dont vous allez contacter votre prospect, elle est évidente. Vous n'avez même plus à réfléchir. C'est-à-dire que si la personne vient de changer de poste, c'est voilà, bonjour, j'ai vu que vous avez changé de poste. Il y a pas, vous savez que vous allez être pertinent. Il n'y a pas à réfléchir en disant ah ok, je vais aller voir sur son site internet si elle a fait ça ou ça. Ça facilite le travail. Vous avez un icebreaker qui est le même pour toute votre liste et en plus qui est pertinent. Donc ça réduit pas mal de travail sur le message. Typiquement sur les changements de job, vous pouvez aller dans la section Spotlight. Donc avant c'était en haut, ici. LinkedIn a changé ça, maintenant ils l'ont mis sur le côté. Et voilà, vous pouvez aller activer ce filtre là, Change Job in the past 90 days. Si vous cherchez des gens qui postent, ou ça peut être aussi une manière de s'assurer que les gens sont actifs. Il y a un filtre aussi posté sur LinkedIn dans les 30 derniers jours. Et il y en a un qui est pas mal du tout, c'est mentionné dans les news. Et là, ce qui est assez cool, c'est que les icebreakers sont vraiment mis sur un plateau, car vous avez carrément le lien de l'actualité. Donc là, typiquement, j'ai Laura. Comment je contacte Laura? Écoutez, je peux aller regarder l'article ici. Regarder l'article, voir l'actualité d'entreprise. Et là, si j'écris un message, j'envoie le lien même peut-être de l'article dans le message, etc. J'ai quand même de grandes chances d'avoir une réponse par la personne a vu que je suivis l'actualité d'entreprise. Donc là, sur ce filtre un peu mentionné dans les news, ça vous met vraiment des icebreakers vraiment sur un plateau. Vous avez juste à utiliser ce que LinkedIn vous donne. Il y a autre chose d'assez intéressant aussi. Donc ça, c'est moins c'est comportemental, mais c'est un peu moins. Ça a déjà été beaucoup fait, mais ça peut toujours passer. C'est les groupes. Donc, vous pouvez très bien dire à quelqu'un, en l'amenant de la bonne manière, j'ai vu que vous faisiez partie de ce groupe, voilà, est-ce que ce sujet vous intéresse, j'ai créé tel contenu là-dessus, etc. Vous pouvez utiliser le fait de faire partie de la même communauté comme un point d'ancrage pour vos messages. Après, ça, c'est comme les événements, ça se fait pas mal, on en reçoit beaucoup plus, donc ça marche peut-être un peu moins. Ce qui est pas mal, ce que j'aime bien également, c'est vous pouvez aller rechercher des gens qui ont fait un post LinkedIn ou écrit un article LinkedIn avec un certain mot-clé. Donc avec ce filtre-là. Et là, je vais, j'en sais rien, je vais, des gens qui ont parlé de Facebook Ads, par exemple. Je veux savoir si des gens ont écrit des articles sur les Facebook Ads récemment. Hop, ça n'a pas marché, mais parce que j'ai pas.
Je vais écrire sales, peut-être comme ça j'aurai plus de résultats parce qu'il n'y en avait que 2. Voilà, j'en ai 23 là. Et donc, je vais avoir deux choses. Si j'ai rien, c'est que la personne, elle a fait un post. Donc là, je peux aller sur son profil et voir dans la rubrique un peu actualité. Donc là, je vais voir sur son profil LinkedIn. Ensuite, je vais aller voir dans les activités. Et ensuite, je vais aller voir dans les posts, ici. Et là, ça veut dire que quelque part, bon là, ça va être celui-là, voilà. Là, on voit qu'il a fait quelque chose avec l'Emlist. Donc, on pourrait très bien se servir de ça pour lui envoyer un message. Et ce qui est encore mieux, c'est quand vous avez la petite section ici. Là, ça veut dire que la personne a carrément écrit un article LinkedIn. Je ne sais pas si vous avez vu beaucoup, mais c'est possible en fait d'avoir un blog LinkedIn et d'écrire des articles LinkedIn. Et là, c'est vraiment un trésor aussi parce que vous pouvez carrément liker la publication, mettre un commentaire et derrière contacter la personne. Et là, vous avez interagi avec un contenu qu'a produit la personne, vous avez montré que vous avez lu l'article, etc. Donc là, derrière, c'est un taux de réponse normalement très très haut sur ce genre de message. Voilà, et le dernier, c'était donc le ciblage technologique. Ça revient un peu à ce que je vous ai dit avant sur l'upload de CSV. En fait, si vous arrivez à avoir une source de données qui est extérieure à 16 navigateurs, donc extérieure à LinkedIn, pour identifier les entreprises, je prends un exemple qui est assez répandu, c'est typiquement les boîtes de recrutement qui vont scraper Welcome to the Jungle pour voir quelle entreprise recrute en ce moment. Donc voilà, je vais acheter un service qui me permet de faire ça et ils vont me sortir une liste d'entreprises. Voilà, en me disant j'ai 30 entreprises qui recrutent des sales en ce moment. Ensuite, qu'est-ce que j'en fais? Parce qu'il faut bien que je trouve le bon intermédiaire dans la boîte. En fait, je vais avoir un fichier Excel avec le nom de la boîte, l'entreprise, etc. Et en fait, je peux très bien utiliser la feature de Sales Navigator Team en disant, voilà, je prends mon Excel là, que j'ai sorti de Welcome to the Jungle ou un autre outil, je sais rien, Crunchbase, Madness, n'importe quoi, n'importe quelle autre source d'entreprise, on va dire. Vous avez dit, OK, vous avez une liste d'entreprise, vous avez extrait n'importe quelle autre source de données. Et vous pouvez la mettre ici. Et tant que vous avez en fait le nom, le site, si vous avez l'URL LinkedIn, ça va être compliqué, mais ça sera super si vous l'avez, car vous allez trouver les entreprises beaucoup plus facilement. Le pays, la ville et l'adresse. En fait, vous pouvez retrouver les decision makers grâce à cette feature. Donc, si je reprends le process, j'ai une source extérieure de données. Je vais en sortir un Excel d'entreprise. Cet Excel d'entreprise, je le mets sur 16 Navigator si j'ai un compte team. Et derrière, j'ai une liste de comptes. Et derrière, avec cette liste de comptes, je peux faire ce qu'on a appelé l'ABM tout à l'heure. Donc, prendre cette liste de comptes et chercher les decision makers à l'intérieur. Donc, ça permet en fait de passer d'un ciblage d'entreprise à un ciblage de personnes. Vous ciblez une entreprise par la technologie qu'elle utilise, par le fait est-ce qu'elle est en train de recruter en ce moment ou pas. Et derrière, vous allez trouver les decision makers grâce à Indeed. Voilà. Je ne sais pas si c'était extrêmement clair. N'hésitez pas si vous voulez que je répète ou donner du détail. Mais en tout cas, ça, si vous avez en termes de ciblage comportemental, c'est assez fort. Aussi sur le ciblage de technologie, je vois là qu'on a déjà dépassé de 5 minutes, donc je vais montrer rapidement. Vous pouvez utiliser des outils comme Wopalizer. Je vais vous mettre dans le chat. Et en fait, Wopalizer va vous permettre de cibler des entreprises selon la technologie qu'elles utilisent. Et typiquement, si je suis un consultant HubSpot ou un consultant de n'importe quel CRM ou de n'importe quelle technologie, en fait, je vais pouvoir rechercher toutes les entreprises qui utilisent HubSpot. Et là, typiquement, on me dit que voilà, dans leur base de données, ils ont 300 000 entreprises qui utilisent HubSpot. En fait, comment ils font ça? Ils vont récupérer les bouts de code qui sont sur le site. Typiquement, quand vous utilisez HubSpot ou par exemple des chats comme Intercom, en fait, pour avoir le petit chat en bas à droite, il faut que vous mettiez un bout de code dans votre site. Et donc, en fait, ces solutions-là vont scraper les sites et vont dire, ah, OK, là, je vois que sur ce site, il y a un bout de code HubSpot, il y a un bout de code Intercom. Donc, je sais que j'utilise cette technologie.
Donc derrière, vous pouvez dire, envoyer des messages en disant: «Ah voilà, j'ai vu que vous utilisiez HubSpot pour votre entreprise. Est-ce que, là, problème commun avec HubSpot, est-ce que vous arrivez bien à gérer votre base de données?» et cetera. Moi, je suis spécialisé là-dedans et là, vous avez un bon point d'accroche. Voilà, c'était tout pour ce sujet-là. Je vous ai mis le lien de Wapalizer dans le chat si vous voulez jeter un œil. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser. Je crois que tu avais fini la présentation. Ouais, c'est bon là. C'est bon, je crois qu'on a été un peu plus long que prévu. Ouais, bon, c'est pas grave, ça permet Ouais. de vraiment passer sur tous les points importants de Sales Navigator, qui reste un outil qui est intéressant, mais qui a besoin d'être utilisé correctement. Ouais, effectivement, quelque chose à retenir, c'est que c'est pas clé en main quoi, comme comme solution. Il faut quand même acheter l'outil n'est pas la garantie que voilà, les choses vont s'améliorer. Il y a quand même un temps d'apprentissage et ça vaut le coup de se former avant de commencer à faire n'importe quoi, avant de commencer à contacter n'importe qui, parce que la plupart, ce qui se passe la plupart du temps, c'est j'achète ce navigateur, je fais une liste de 3000 personnes, je shoot tout le monde et en fait derrière je me crame des opportunités parce qu'en fait une fois que vous avez envoyé un message pas du tout personnalisé à quelqu'un, dans sa tête vous êtes blacklisté et si vous renvoyez un autre message derrière, même s'il est bien, dans la tête de cette personne serait toujours la personne qui a contacté de manière, enfin, un spammer, quoi. Donc, c'est important de se former à ces navigateurs avant de commencer à faire la prospection pour pas se griller des opportunités trop vite. Ouais. Alors pour Denis, oui, il y a un replay qui est prévu, qui va être disponible tout de suite après l'événement, par le lien que vous avez reçu et de toute façon un mail va être envoyé aussi, pour que vous puissiez accéder au replay. Par rapport à EvaBoot, si vous voulez l'utiliser, alors le lien, peut-être aussi, tu peux peut-être donner le lien vers EvaBoot? Ouais, donc comme vous l'avez dit, donc EvaBoot, en 2 mots, ça vous enlève de la douleur sur ce navigateur-là. C'est un peu le Doliprane de ce navigateur. C'est-à-dire que tout ce qui est chiant à faire sur ce navigateur, on va l'automatiser. Donc tout ce qui est voilà, nettoyer les données, etc. Tout ce qui est créer des comptes, des listes de comptes plus rapidement. Donc si vous voulez tester, je vous mets le lien dans le chat. Il y a un essai gratuit de 1000 extractions. Donc, vous pouvez extraire 1000 leads ou 1000 entreprises avec l'essai gratuit. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Vos feedbacks m'intéressent beaucoup. Et merci, Denis, pour ton retour. Oui, merci, Denis. Bah, écoute, je pense qu'on a tout dit. Oui. Il n'y a pas d'autres questions à vous laisser. On va vous souhaiter une très bonne journée. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci à Jean-Baptiste pour toutes ces explications. Ouais. Fort utile. Puis n'hésitez pas encore, si vous avez des questions, à nous contacter et faire des retours aussi à Jean-Baptiste par rapport à EvaBoot. Yes, merci à tous et évidemment, n'hésitez pas à poser vos questions si jamais il y en a après le webinaire. Je vais vous envoyer mon profil LinkedIn. Comme ça, si vous voulez me poser des questions, ajoutez-moi, envoyez un message. Ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Merci à tous. Merci à tous. Très bonne fin de journée. Ciao. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.